Alors, on a, parmi les choses qu'on dit souvent aux entrepreneurs qu'on rencontre et encore plus souvent aux entrepreneurs qu'on accompagne, une question récurrente qui est liée à l'intersection du talent, donc de la personne talentueuse qu'on aimerait avoir dans son équipe, et du capital, c'est-à-dire les actions qui composent le capital de l'entreprise d'un entrepreneur. Et on a assez régulièrement à se battre contre cette idée qu'on pourrait donner les actions à quelqu'un de très talentueux. Et donc le titre de cette chronique cette semaine, c'est « Ne payez pas le talent en capital ». Il n'y a pas de point d'interrogation, c'est une conviction. Donc je vais essayer de partager cette conviction avec vous. Et je vais vous citer d'abord quelqu'un que j'aime beaucoup, qui dit souvent « Le capital ne se partage pas ». C'est un Patrick, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on peut le trouver. Et il dit souvent, ça ne se partage pas ni avec les clients, ni avec les partenaires, ni avec les salariés, ni avec les amis, ni avec la famille, ni avec la bourse, ni avec les investisseurs. Le capital ne se partage pas. Et comme il a l'air d'être assez clair sur cette question-là, c'est un sujet de débat, il accepte la contradiction, donc il n'en a même pas peur. Je vais essayer de vous rappeler d'abord ce que le capital est pour un entrepreneur. Avant tout, c'est l'expression de sa liberté à travers les droits politiques, les droits de vote que le capital, les actions emportent. C'est la possibilité de décider de l'avenir de l'entreprise, notamment, mais pas seulement, sur toutes les grandes décisions. Tiens, par exemple, la nomination du dirigeant. Tiens, par exemple, la possibilité d'avoir la stratégie financière de son choix. Et bien entendu, la possibilité de céder ou pas un jour son entreprise, puisqu'il y a un deuxième effet dans le capital qui est un outil de transfert pour l'éventuelle création de valeur que vous pourriez avoir à faire et de transférer cette valeur, le cas échéant, c'est pas si simple, on pourrait faire une chronique d'ailleurs sur ce sujet-là, dans le patrimoine personnel. Donc, droit politique et droit économique sont constitutifs du capital de l'entrepreneur. Et donc, ce qui est simple, c'est que une fois qu'on a dit ça, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on envisagerait de partager cela? Les raisons sont nombreuses et parfois elles sont bonnes. La première raison, c'est par générosité. Les entrepreneurs sont des êtres humains comme les autres et il y a des penseurs éminents qui pensent qu'une des raisons pour laquelle l'espèce humaine a si bien réussi au cours des dernières centaines de milliers d'années, c'est parce qu'on collabore et qu'au cœur du processus de collaboration, il y a le mécanisme de générosité. Par souci de justice, alors c'est légèrement différent, mais on vous l'a déjà dit, l'entrepreneur est responsable du maintien de la justice à l'intérieur de son environnement, de son entreprise. Et donc, parfois, par justice, on peut se dire, ben oui, on travaille tous. Il serait donc logique qu'on ait tous accès au capital. Et la version extrême de ce mécanisme, qui est cher à notre cœur, c'est la coopérative, dans laquelle on a un capital qui est partagé entre l'ensemble ou la quasi-totalité des gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est une des raisons pour lesquelles on peut avoir envie de partager son capital. Ce n'est pas forcément pour autant, on le verra, une bonne idée. Et enfin, et c'est cette question que je veux adresser aujourd'hui, on se dit que si on arrivait à sécuriser sa réussite, eh bien alors, en ayant plus de ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources humaines, l'accès à des marchés, eh bien à ce moment-là, eh bien, il y a une sorte de trade-off, il y a un échange qui peut être éventuellement légitime en donnant du capital pour avoir de l'argent à un investisseur ou à la bourse, ou bien pour avoir du talent qui viendrait nous rejoindre, ou bien pour avoir éventuellement l'accès à une autre entreprise qu'on achèterait par échange d'actions, etc., etc. Donc voilà les trois grandes raisons pour lesquelles ce capital si précieux, l'entrepreneur peut être amené à avoir envie de le partager. Deuxième partie de l'équation, le talent. Le talent est-il indispensable? C'est la première question qu'il faut se poser. Et à quel prix? Alors, dans une chronique précédente, je vous ai indiqué, donc je ne me renierai pas, qu'il est nécessaire d'aller chercher le talent là où il se trouve, surtout dans une période de crise comme
celle que nous vivons, et d'essayer de faire venir à l'intérieur de son entreprise le maximum de gens talentueux. Et là, ce que nous allons aborder, évidemment, c'est à quel prix. D'abord, il faut bien garder en tête que votre organisation n'a d'efficience que parce qu'elle est une équipe. Et que donc un talent, qui est un individu, une personne talentueuse, ne peut être intéressant que s'il s'intègre dans votre équipe et s'il améliore le fonctionnement de l'équipe. Un talent qui viendrait lutter contre votre équipe, l'empêcher de fonctionner, alors ce serait probablement un problème. Deuxième chose, oui, le talent est important, mais la vraie différence entre une organisation et une autre, c'est la qualité de son management. Or, on le dit et on le répète, il n'existe pas beaucoup de formations au management. C'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. C'est une erreur. On a d'ailleurs, nous, de ce côté-là, beaucoup partagé des outils et des méthodes pour essayer d'améliorer cette fonction de management qui n'est pas simple. Et donc, pour certains entrepreneurs, il est évident qu'il y a une idée qui est, si j'allais chercher un manager qui ait cette compétence que moi je n'ai pas, tout serait plus facile. Oui, sans doute, peut-être, en réalité, non. En réalité, le manager, c'est quelque chose, un management, c'est quelque chose que vous devez vous approprier et dans lequel vous devez progresser. Et que vous ayez ou pas de nombreux talents à l'intérieur de l'entreprise, il faudra les manager. Et donc, ce n'est pas parce qu'on met l'équipe avant l'individu et qu'on dit que c'est le management qui fait la différence dans la performance et la résilience, qu'il faut pour autant se priver de collaborateurs talentueux. Simplement, il est logique de se poser la question du prix et de la valeur. Alors, à ce sujet, je vous rappelle, le prix, c'est ce qu'on paye, la valeur, c'est ce qu'on obtient. Et donc, il est légitime de se poser la question de à quel prix dois-je payer cette personne talentueuse à l'aune de ce qu'elle va créer comme valeur dans mon organisation. Et vous voyez bien que le raisonnement piège, il est maintenant mis en place. D'abord, il y a cette pensée magique. Oh, si j'avais ce directeur financier formidable, ça me résoudrait tellement de problèmes. Si j'avais ce directeur commercial comme mon concurrent, alors ce serait formidable, la vie serait simple. Si j'avais ce patron d'usine qui pourrait résoudre tous mes problèmes de délai, de qualité, qu'est-ce que ça serait chouette, etc., etc., etc. Vous prenez chacune des fonctions de votre entreprise et si vous aviez le champion olympique de la discipline et vous vous dites, ça serait formidable, j'aurais une équipe de champions olympiques, ça serait magnifique. C'est une pensée magique, c'est-à-dire qu'elle ne s'imprime pas dans la réalité. Elle est séduisante, on peut entretenir cette idée pendant très longtemps, on croise des gens qui croient encore à ça, à 60 ou 70 ans, après 50 ans de vie professionnelle, c'est remarquable. Et puis, en réalité, on trouve aussi beaucoup de gens qui en sont revenus, et c'est un peu notre position, vous l'imaginez. Deuxième piège du raisonnement, on va surestimer la contribution future. Puisque le prix, c'est ce qu'on va payer maintenant, et la valeur, c'est ce qu'on aura demain. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une question de temporalité pour essayer de faire un équilibre et déterminer un prix de ce que va m'apporter ce collaborateur talentueux dans le futur. Troisième partie du piège, se convaincre qu'il n'y a pas d'alternative. Il me faut absolument cette personne, sinon ça ne marchera pas. Alors là, quand on est à ce niveau de conviction, bien entendu, eh bien, il faut aller le raconter à quelqu'un d'autre, par exemple un des conseillers de Melchion, parce que évidemment, il va vous détromper. Mais vous pouvez aussi le dire à votre conjoint ou le dire à quelqu'un que vous croisez dans la rue, au bout de 30 secondes, il va vous arrêter en disant « Attends, il me semble que dans ton raisonnement, il y a quand même un problème, c'est que le monde que tu me décris a l'air probabiliste, non pas probabiliste, mais déterministe, c'est-à-dire que tu me décris qu'il va forcément se passer quelque chose de positif si cette personne vient te rejoindre
qu'est-ce qui se passe si elle ne venait pas, ou une autre venait à la place, etc. Avant-dernière partie du piège, ou dernière partie du piège, s'imaginer dans l'urgence, j'ai un vrai problème de gestion des ressources humaines, il me faut un DRH de compétition et il me le faut maintenant. Donc, le piège, c'est j'ai besoin de cette personne, j'en ai besoin absolument et j'en ai besoin vite. Alors évidemment, si on pose le problème comme ça et qu'on n'a pas les moyens financiers de la faire venir, automatiquement, on va aller chercher une solution extrêmement compliquée, extrêmement coûteuse, extrêmement dangereuse, qui est d'ouvrir le capital à cette personne talentueuse. Il y a une deuxième partie du raisonnement piège, bien sûr, je vais aller un peu trop vite, c'est que la personne talentueuse qui arrive de ce groupe, qu'il soit américain, chinois, allemand ou français, a un certain prix. Et si vous pouvez payer ce prix-là, il n'y a pas de sujet, vous n'allez pas ouvrir votre capital alors que vous avez les moyens financiers de rémunérer correctement cette personne par rapport à sa demande. Le piège ne se met en place que si vous n'avez pas les moyens financiers par rapport à la demande, parce que bien sûr, le talent connaît sa valeur. Et donc, il vous dit, attendez, moi, écoutez, à moins de 40 000 par mois, je ne peux pas bouger. Vous comprenez, j'ai l'habitude, j'ai des frais, j'ai un niveau de vie, mes enfants vont dans telle école, ma femme ne travaille pas, ou je ne sais pas quoi, mon conjoint ne travaille pas, et donc vous comprenez, etc., etc. Enfin, il y a plein de raisons. Il vaut ou il désire une somme monétaire précise et qui est au-delà de vos moyens. Et il vous explique souvent ce talent qui fait déjà un effort considérable pour vous rejoindre. Et vous vous dites, c'est vrai que c'est cher, mais il va me remplacer 2, 3, 10 personnes. Il va faire en sorte que ce problème que j'ai va disparaître. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, l'erreur se construit. Je propose un accès au capital, qui est une valeur immédiate et certaine, en échange d'un apport hypothétique et futur. Mais à ce moment-là, c'est la seule solution qu'on voit. Et on ne voit pas, bien sûr, les nombreux et les graves problèmes que vous allez acheter en même temps que le fait de donner du capital à un collaborateur. Donc, quelles sont les solutions? La première, c'est de ne partager la valeur que quand elle est créée. On en a souvent parlé. Partager la valeur avec les gens qui la créent, c'est une excellente chose. J'oserais dire que c'est même une obligation morale. On ne fait rien seul qui soit de taille ou d'impact significatif. Et donc on le fait à plusieurs, et donc ce partage de la valeur, il est logique. Mais on partage la valeur quand elle est là. Parce que bien malin, celui qui sait sous quelle forme et à quel niveau on va créer de la valeur dans le futur. Deuxièmement, on reste frugal dans sa gestion. Les cimetières d'entreprise sont remplis de cadavres d'entreprises qui ont dépensé plus qu'il n'était raisonnable de le faire. Ce n'est pas la seule raison pour une défaillance d'entreprise, mais c'est certainement une raison extrêmement valable. Je vous propose de multiplier par 2 votre masse salariale et tous vos achats et charges externes et de regarder la simulation de votre compte de résultat si vous faites ça. Vous allez voir qu'à l'évidence, ça n'est pas durable. Et donc, il y a une forme de frugalité dans la gestion qui passe aussi par avoir une frugalité dans les rémunérations. Je rappelle que les rémunérations, ce n'est pas le seul aspect, mais c'est un aspect qui coûte extrêmement cher aux entreprises. Enfin, vous pouvez offrir des rémunérations non monétaires, parmi lesquelles plus de liberté, plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de possibilités d'exprimer son talent que dans une autre organisation. Il y a par exemple des gens que vous pouvez faire venir chez vous et qui sont de grande valeur en leur permettant de travailler une partie de leur temps à domicile ou une partie de leur temps sur des projets annexes. C'est par exemple Google qui autorise et qui demande même à ses collaborateurs de travailler une journée
par semaine, c'est-à-dire quand même 20% de leur temps sur des projets hors projet principal. On va voir que c'est un des secrets de leur organisation. Bien, ça, c'est quelque chose qui peut avoir du sens pour un talent. Et puis surtout, ne recrutez jamais un talent qui ne soit pas fongible dans vos valeurs et dans l'équipe. Parce que là, pour le coup, c'est le piège absolu. Vous allez payer d'avance dans une monnaie, le capital, ou les actions, qui est une monnaie compliquée, un talent qui ne restera pas ou qui va détruire de la valeur à l'intérieur de l'entreprise puisqu'il ne s'intégrera pas au sein de votre équipe. Et puis enfin, gérer le temps. Il faut regarder, même quand on est une jeune entreprise, que le succès n'est pas le prochain trimestre, le prochain semestre ou l'année prochaine. Une certaine mesure de succès peut être atteinte rapidement. Mais à partir du moment où vous allez avoir une offre, un écosystème, un fonctionnement interne qui commence à jouer ensemble, à danser ensemble, à ce moment-là, votre entreprise, elle a vocation à prospérer, remplir sa niche écologique, se poser des questions sur son avenir. Et donc, si vous imaginez le futur de l'entreprise sur un petit peu plus longtemps que votre problème immédiat, celui qui vous amène à recruter un talent particulier, eh bien, posez-vous la question de est-ce que cette personne est là pour longtemps? Et notamment quand vous voyez les CV de gens qui, tous les 2 ans et demi, ont changé d'entreprise ou changé de job, et qui sont effectivement des gens qui probablement sont talentueux, posez-vous la question de est-ce que mon entreprise a besoin de quelqu'un qui, dans quelques mois, va me proposer de s'en aller ou de prendre un autre job en interne? Peut-être oui, peut-être non, mais cette dimension temporelle, elle est indispensable dans le raisonnement. Ma conclusion. Le talent est utile, personne ne le nie, et au contraire, recrutez des talents chaque fois que vous pouvez, mais dans certaines conditions. Partagez la valeur, bien sûr, mais plutôt collectivement. Après tout, un talent à l'intérieur de votre équipe, c'est fait pour faire en sorte que l'équipe fonctionne mieux. Et donc, c'est l'équipe tout entière qui mérite d'être récompensée pour la valeur créée. Le capital est le mauvais outil pour partager la valeur. Vous trouverez, là encore, dans ce que nous avons publié, des choses extrêmement détaillées, extrêmement fouillées, qui expliquent pourquoi le capital est inadapté à la rémunération d'une personne. Donc, allez voir là, sur la chaîne YouTube de Melsion, notamment les travaux faits avec un certain nombre d'avocats talentueux avec qui nous avons défriché ces questions. Et puis, ne vous achetez pas des problèmes futurs. Vous allez en avoir à résoudre. Après tout, c'est finalement votre métier en tant qu'entrepreneur de résoudre des problèmes tous les jours, toutes les semaines, tous les trimestres, tous les ans. Des petits, des moyens, des gros. Et si vous distribuez votre capital, eh bien, vous achetez de gros problèmes futurs. Donc, c'est un petit peu contre-intuitif. En échange d'un bénéfice hypothétique à court terme, vous achetez la certitude de problèmes massifs à long terme. Et ça, c'est notre expérience. On a passé un quart de siècle à aider nos clients à se défaire d'actionnaires qui ont été actionnaires par erreur et pour lesquels ils regrettaient profondément d'avoir ouvert leur capital, après coup bien sûr, puisqu'ils s'étaient trouvés dans le piège du raisonnement que j'ai indiqué tout à l'heure. Enfin, si des solutions existent pour rémunérer le talent, si vous ne pouvez pas le rémunérer en termes monétaires, eh bien, ce sont des solutions complexes. Donc, peut-être faut-il s'abstenir de recruter un talent s'il n'est pas dans vos moyens financiers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de créativité, bien au contraire, mais ça veut dire qu'il faut accepter une forme de complexité à cet endroit-là. Donc, très logiquement, si vous aviez besoin et envie de recruter ce talent et que vous avez compris qu'il ne faut pas ouvrir votre capital pour cela, eh bien, venez en parler à un de vos conseillers. Et nous avons une grande expérience de ces sujets. Nous essaierons de vous guider sur la meilleure solution. Merci à tous. Merci Patrick, merci beaucoup. Alors Clotilde a fait une remarque, un autre motif fréquent pour ouvrir son capital, se sentir moins seul. Et oui, Clotilde, bien sûr, tu as parfaitement raison. J'aurais dû le rajouter et peut-être
le rajouterai-je avant de publier le document, mais c'est vrai que la solitude est un véritable problème pour l'entrepreneur et il y a plein de manières de sortir de la solitude sans ouvrir son capital. Encore une fois, c'est une mauvaise réponse à un bon problème. Nous ne nions pas le problème. Nous disons juste que on ne peut pas appliquer cette solution, contrairement à ce que on peut voir ici ou là. C'est vraiment une erreur majeure à ne pas commettre. Je vais ajouter donc que pour ceux qui sont dans le désir de creuser plus en avant cette piste, la vidéo que nous avions faite et qui est sur la chaîne avec Frédéric Cohen est une vidéo d'1h20, je crois. Donc, il y a il y a de quoi se nourrir. Ça met en avant notamment la solution que l'on préconise chez Melsion quand on veut vraiment faire ce partage de la valeur et pas le partage du pouvoir. Parfait. Alors, Sabat demande de préciser des exemples de partage de valeur pouvant aboutir à un partage d'actionnariat. alors, je n'en donnerai pas, puisque pour moi, je pense Ramène un qu'on petit peut. peu ton micro, s'il te plaît, Patrick, ça coupe un peu. Voilà, je ne vais pas donner d'exemples pouvant aboutir au partage du capital. Je vais donner des exemples qui n'aboutissent pas au partage du capital. Je veux dire par là que combien d'entre vous, combien d'entrepreneurs ont déjà mis en place un plan d'intéressement? Alors l'intéressement, c'est pas tout jeune, hein. Ça date, à mon avis, des réformes de Gaulle. Donc on va parler des années 60. Et Ça donc doit être du coup, 68. hein, Ça doit être 68. 68. Et donc, du coup, un plan d'intéressement, alors certes, c'est un petit peu contraignant, mais finalement pas beaucoup. Ça a d'énormes avantages. Ça vous oblige à constituer un dialogue avec votre CSE. Ça vous oblige à réfléchir aux tenants de ce qu'est la création de valeur. Ça vous oblige à l'écrire et à le soumettre à la directe avant le 30 juin, si vous voulez qu'il soit applicable sur l'année suivante. Ce sont des accords pluriannuels, mais ce sont des éléments extrêmement favorables à la fois à l'entreprise et aux salariés. Donc, voilà un outil de partage de la valeur. Et après, comme disait Jean-Christophe, si la valeur est moins en termes monétaires permanents, c'est-à-dire si le cash flow n'est pas très abondant et ne vous permet pas d'avoir un partage annuel de la valeur, mais plutôt un partage dans le cadre de la réussite du projet, ben à ce moment-là, il faut aller vers des modèles qui sont un petit peu plus complexes. J'oserais dire que le partage de la valeur, c'est aussi regarder clairement la constitution de sa masse salariale et la manière dont on choisit de rémunérer ses collaborateurs. Encore une fois, il y a des éléments non monétaires. À la lumière de cette crise que nous avons connue et de ce confinement généralisé, est-il toujours utile de demander aux collaborateurs, notamment dans les grandes villes, de faire 2 à 3 heures de transport par jour pour venir rejoindre un lieu de travail chaque jour? Bonne question. Est-ce que avoir un cadre de travail qui soit un peu plus agréable et qui permette aux gens d'être un petit peu plus productifs en leur retirant tous les problèmes qu'on leur pose en ayant mal choisi l'emplacement du bureau, la forme du bureau ou l'organisation de l'espace, n'est-ce pas là aussi une forme de partage de la valeur? Ça va, il y a de multiples questions qui se posent derrière cette question. L'ouverture du capital n'en est absolument pas une solution que nous recommandons. Merci beaucoup, Patrick. Eh bien, il est 11h52, donc on a tenu notre emploi du temps. Il nous reste à vous remercier pour votre participation à ces chroniques. C'est toujours très sympa de savoir qu'on n'est pas tout seul devant notre caméra. Et vous savez que, alors peut-être pas ce soir, mais en tout cas dès lundi, vous aurez la vidéo sur YouTube. Donc vous pouvez la partager bien évidemment. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est très mal. Et on ne juge pas ici. Pour ce qui est des prochaines rencontres, on va donc se revoir la semaine prochaine.
Il est possible qu'on fasse une petite pause au mois d'août. Ça nous intéresse de savoir votre feedback là-dessus, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir du contenu alors que vous êtes tranquille en vacances, ou si non, les vacances pour vous c'est sacré, c'est une pause. Et enfin, il est important que vous ayez tous en tête que le 25 août, c'est la journée de rentrée, le séminaire de rentrée Melsion, et que vous êtes évidemment tous invités. Si vous n'avez pas reçu le lien, c'est probablement qu'il est dans vos spams. Et si malgré tout, vous ne l'avez pas dans vos spams, vous nous envoyez un petit mot et on vous enverra très évidemment le lien pour s'inscrire. C'est toute la journée du 25 août de 9h à 20h chez BPI Paris, à Boulevard Haussmann. Et avec ou sans masque, ça devrait bien se passer.